triple orgasme, sinon rien. Et toi, es-tu clitoridienne, vaginale, anale? Oh, mais moi, je ne suis que clitoridienne. Ou moi, je déteste qu'on touche à mon clitoris. Ou moi, j'adore jouir par le vagin. Eh bien moi, je vous coiffe toutes au pilori parce que je jouis du vagin, du clitoris et de façon anale. Ah ah ah. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Si évidemment j'aborde ce thème, c'est parce que ces questions sur clitoridienne ou vaginale, je les ai entendues dès que j'ai été en âge de faire l'amour, et surtout mes coachés me parlent de leur sexualité, et ce qui me trouble, c'est que j'entends très souvent cette phrase « Moi je suis clitoridienne, je ne peux jouir que comme ça ». J'entends aussi « Si je n'ai pas un sextoy, je ne peux pas jouir avec mon partenaire ». Et pour finir, beaucoup d'hommes parmi mes coachés rencontrent des femmes qui les préviennent en disant « Je n'ai jamais réussi à jouir ». Donc, entre celles qui ne jouissent pas et qui l'imposent comme un challenge à leur partenaire, et celles qui ont l'impression qu'elles passent à côté de plein d'orgasmes, et en gros qu'il leur manque des tas de dimensions à visiter, j'ai l'impression que je pourrais mettre la totalité, ou presque, des personnes qui viennent me consulter. Alors, je vais vous proposer une leçon d'anatomie à ma façon, qui n'engage que moi, évidemment. Pourquoi en 2022 est-il si compliqué de jouir pour une femme alors que la pilule, l'avortement et toutes les contraceptions, la fin d'un modèle judéo-chrétien, les luttes des féministes sont supposées avoir suscité une libération totale des mœurs et de la sexualité. Et dans le même temps, bien sûr, on assiste à une recrudescence du libertinage, des relations ouvertes, une montée de l'infidélité et des pratiques parfois un peu bizarres, dans lesquelles certains fantasmes sont poussés à l'extrême. Je dirais que pour celles qui sont nées dans les années 50, 60 et 70, le modèle judéo-chrétien était quand même dominant et la place de la femme était très simple, soit elle était mariée, fidèle et jusqu'au bout, soit elle était fille d'église, donc elle consacrait sa libido à Dieu, soit elle était vieille fille, bâton de vieillesse au service de ses parents, et en général elle s'occupait des grands-parents, des deux côtés, puis de ses parents et accessoirement d'un frère ou d'une sœur. Et le modèle qui restait était forcément celui de la cochonne, la garce, la femme de mauvaise vie, qui parce qu'elle était libre et qu'elle couchait, entre guillemets, était forcément une prostituée. Et ne croyez pas que mai 68 ait changé tout cela, puisque dans les années 80, vivre à la colle était quand même extrêmement honteux. Progressivement, tout cela s'est un petit peu détendu, et je dirais que les divorces sont arrivés de façon massive à la fin du siècle dernier. Par conséquent, on peut s'interroger pourquoi nombre de femmes ne parviennent pas à jouir. Parmi mes coachés, qui ne sont pas forcément issus de milieux catholiques, il y en a 1 sur 3 en moyenne qui ne se masturbe pas, qui ne sait pas comment ça marche, et qui attend que monsieur le fasse avec ses doigts ou sa langue d'une manière pas toujours très habile, mais surtout qui les rend dépendantes d'eux. Donc quand on a commencé par ne pas se masturber en tant que petite fille ou adolescente précoce, c'est toujours plus compliqué par la suite. Par ailleurs, nombre de mes coachés savent parfaitement se servir de leurs 2 mains, voire d'un petit appareil sur mesure. Le fait de maîtriser l'orgasme clitoridien est pour moi un bon début, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il permet une petite détente quand on est stressé. Une femme peut apprendre à jouir en quelques minutes et ensuite jouer sur les muscles, sur l'insistance du plaisir, sur le fait de faire durer ce plaisir. Et c'est une très bonne expérience entre soi et soi, ou entre soi et l'autre, parce que de toute façon, ce qu'un homme va faire ne sera jamais la même chose que ce qu'une femme arrive à faire toute seule, et il faut l'avouer, certaines femmes se débrouillent bien mieux toutes seules qu'avec un homme. Bon, et la deuxième raison pour laquelle l'orgasme clitoridien est important, c'est que l'orgasme clitoridien va déclencher l'orgasme vaginal. En d'autres termes, si une femme se caresse en même temps qu'un homme la pénètre, ou un objet extérieur, ou un vibro, elle va systématiquement déclencher l'orgasme vaginal. Ce qui va lui permettre, évidemment, de goûter à autre chose que ce qu'elle connaissait jusque-lors. Les positions les plus pratiques
pour se caresser en même temps sont quand la femme est allongée et l'homme est redressé sur elle en missionnaire actif, on va dire. Ça peut être aussi toutes les postures tantriques en ciseaux, ça peut être évidemment par derrière, même si certaines femmes et certains hommes trouvent que la position est avilissante et souhaitent une égalité parfaite, donc il est hors de question de pratiquer la levrette, ce qui est dommage parce qu'elle permet quand même un accès intéressant, soit de la part de l'homme, soit de la part de la femme au clitoris. Enfin, la position où l'homme est sur le dos et la femme au-dessus permet évidemment un orgasme vaginal si nécessaire déclenché par l'orgasme clitoridien, mais va, par le fait même de la position et du point G, probablement générer une fontainisation. Fontainiser, être une femme fontaine, est quelque chose qui fait peur à beaucoup de femmes, mais il est la preuve d'un orgasme qui est au-delà du vaginal et au-delà du clitoridien. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et c'est vrai que si au siècle dernier on ne demandait pas aux femmes « est-ce que tu es fontaine ?», aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Mais pour maîtriser ou pour accéder à la fontainisation, je dirais qu'en général, la femme est déjà passée par la maîtrise des étapes précédentes. Le problème, c'est que très souvent, il est difficile de se caresser en même temps, soit parce que la femme a honte, soit parce que l'homme considère que comment je ne te satisfais pas, tu as besoin de tes mains, les miennes ne te suffisent pas, et il a l'impression qu'il ne lui apporte pas ce dont elle aurait besoin. Pour certaines femmes, c'est compliqué, pour d'autres, ça fait partie de leur sexualité, donc il est toujours difficile de généraliser. Parlons maintenant de l'orgasme anal. Il peut venir naturellement dans le cadre d'une sodomie, mais moi j'ai plutôt envie de parler de ce qu'un être humain est capable de faire avec sa bouche, ses lèvres, sa langue et ses deux mains, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, et avec deux mains, une langue, on peut parfaitement générer un orgasme clitoridien qui va déclencher un orgasme vaginal, et si on rajoute derrière un toucher, on va dire recto-anal, c'est pas très élégant, mais bon, suffisamment subtil pour accompagner les deux autres orgasmes, là c'est le festival. Et je trouve que c'est une expérience très intéressante, lorsque le partenaire s'intéresse à la femme qui est en face et met ses mains et sa bouche au service du plaisir de l'autre. Parce qu'une fois ces sensations connues, acceptées, accueillies et une fois identifié le processus par lequel elles arrivent jusqu'à leur extrême, la femme qui les a vécues peut naturellement les reproduire plus tard en jouant sur la tension, le timing, la pression et va pouvoir découvrir toutes les nuances, j'ai envie de dire, de sa contrebasse. Vous avez compris l'idée, ça peut être plus intense, plus léger, plus appuyé, ça peut durer plus longtemps, ça peut être court et intense, ça peut être long, comme une phase de plateau qui n'en finit pas. Mais pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? C'est parce que beaucoup de femmes ne s'autorisent pas, ou même parfois ont honte de dire à l'homme qu'elles ne peuvent jouir que dans telle position et pas dans une autre, ou tout simplement qu'elles ont du mal à jouir, ou elles ont parfois honte de dire qu'elles ne se sont jamais caressées. Alors messieurs, si vous tombez sur des femmes qui vous disent « Ah non, pas comme ci, ah non, comme cela, ah oui, non mais là ça sera pas possible », soyez sur vos gardes et demandez-vous si derrière il y a une vraie souffrance qui ne demande qu'à être entendue, ou si c'est une forme de manipulation pour garder le contrôle sur vous. Quant à vous, mesdames, comme je l'ai souvent entendu, si un homme vous demande d'honorer son intimité, mais qu'il ne le fait pas par rapport à la vôtre, posez-vous les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui coince en moi? Qu'est-ce qui vient de l'auto-interdiction? Qu'est-ce qui vient des phrases que j'ai entendues quand j'étais petite? Et ce que j'ai remarqué, en ayant coaché des milliers de personnes, c'est que très souvent, la sexualité des parents s'impose à l'enfant. Il y a la mère qui explique que son mari fait la tête ce matin-là dans la mesure où la veille, il n'a pas eu ce qu'il voulait, alors il est frustré, c'est pour ça qu'il râle. Ça, je l'ai entendu souvent. Il y a les parents qui se promènent nus et qui exhibent leur sexualité. Il y a aussi l'un des parents qui le fait quand l'autre est très catho. Il y a ces parents qui ont tellement peur que leur fille perde leur virginité ou se fasse attoucher comme l'un d'eux l'a été, qu'ils vont interdire toute sortie. Et évidemment, plus l'interdit est là, plus la transgression lui répond. Et toute petite fille qui a été privée et tenue en laisse va avoir tendance à l'adolescence soit à rentrer dans le moule, soit au contraire à s'opposer et à devenir une petite dévergondée, comme les appelle leur mère parfois. Enfin, le fait d'avoir vécu dans un climat incestuel, ça veut dire que vous n'avez pas été attouché ni impliqué sexuellement, mais vous avez vécu au milieu d'histoires bien crades, bien gore d'adultes, qui ne vous appartenaient pas. Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir et vous avez surtout vu des parents qui parfois s'exhibaient, et notamment par le biais du naturisme, dans la mesure où j'ai rencontré beaucoup de coachés qui avaient dû subir le naturisme très souvent imposé par leur père, subi par la mère ou avec la complicité de la mère, et se retrouver dans des situations extrêmement violentes. L'une avait comme bizarrement bloqué la poussée de ses seins et a dû avoir recours à la chirurgie esthétique adulte tant elle avait une poitrine de petite fille, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger quant au besoin inconscient de ne pas, notamment au moment de l'adolescence, être vu, repéré et regardé surtout.
Et je pense à une autre dont le père prenait des photos d'elle dans le cadre du naturisme et qui était tellement matée par les hommes, qui ne sont pas toujours là uniquement pour des raisons de nature, que ça a eu évidemment un impact sur sa vie sexuelle. Donc il est difficile de généraliser, mais une chose est certaine, il y a très souvent un lien entre le climat incestuel, les attouchements, même parfois les viols, et la sexualité de la personne devenue adulte. J'ai remarqué que les coachés qui pratiquaient le libertinage, le polyamour ou le dojo avec des formes de sadomasochisme étaient très souvent des femmes qui avaient vécu des situations sexuellement violentes dans leur enfance. Violentes ne voulant pas dire forcément pénétration. J'ai connu aussi des femmes qui avaient dû pratiquer la fellation à l'endroit de leur frère aîné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Et puis, bizarrement, dans les familles dans lesquelles l'interdit est le plus fort, c'est-à-dire dans les familles qui sont très religieuses, quelle que soit la religion concernée, il y a parfois des comportements exhibitionnistes ou des partis pris d'insultes comme quoi la gamine est traitée d'obsédée, de vicieuse, de petite dévergondée qui ne pense qu'à ça. En conclusion, si vous ne jouissez pas, si vous avez du mal, si vous ne vous autorisez pas, si vous avez vécu des situations compliquées autour de la sexualité lors de votre enfance ou si vous avez été impliqué. Essayez de faire les liens et d'envisager qu'il y a peut-être une explication à vos éventuelles frustrations. Et si ce n'est pas le cas, allez-y, lâchez-vous, profitez-en et n'oubliez jamais triple orgasme, sinon rien, parce que c'est trop dommage de passer à côté. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.